Hommage à Catherine Laborde, une étoile de la météo s'est éteinte. Catherine Laborde, c'est un visage, une voix, une présence douce et réconfortante qui a illuminé nos écrans pendant près de 3 décennies. Avec son sourire bienveillant et son élégance naturelle, elle a été bien plus qu'une simple présentatrice météo. Elle était une figure familière, presque un membre de la famille, celle qui nous annonçait le soleil, la pluie ou le vent, avec une chaleur humaine qui touchait au cœur. Pendant 28 ans sur TF1, Catherine a su faire de la météo un véritable moment de partage. Elle ne se contentait pas de lire des cartes ou de réciter des températures, elle racontait une histoire. Avec sa gestuelle douce, sa diction parfaite et ses petites notes d'humour, elle a transformé un bulletin météorologique en une pause agréable dans nos journées. Qui ne se souvient pas de ses bons week-ends à tous, ou de ses attentions délicates envers les téléspectateurs. Mais Catherine Laborde, c'était aussi une femme de lettres, une artiste dans l'âme. Avant de se consacrer à la météo, elle avait fait ses premiers pas au théâtre et à la télévision en tant qu'actrice. Plus tard, elle a écrit plusieurs ouvrages, dévoilant une plume sensible et une grande profondeur d'âme. Elle savait jouer avec les mots comme elle jouait avec les éléments, avec une finesse et une sincérité qui la rendaient si attachante. Sa vie publique a également été marquée par un immense courage. En 2018, elle a décidé de se retirer des écrans, émue aux larmes lors de ses adieux en direct, une séquence bouleversante qui a marqué la France entière. Plus tard, elle a révélé souffrir de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy. Une annonce qui a témoigné de sa transparence et de sa force face à l'adversité. Elle a affronté cette épreuve avec une dignité qui force l'admiration, continuant de partager son vécu pour sensibiliser le public et briser les tabous. Aujourd'hui, c'est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de cette grande dame. Catherine Laborde laisse derrière elle une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel français. Elle a su, par sa personnalité et son talent, transcender son rôle pour devenir une icône, une amie de millions de foyers. Chère Catherine, vous nous avez appris à regarder le ciel différemment. Vous avez adouci nos hivers et illuminé nos étés. Vous avez été bien plus qu'une présentatrice météo. Vous étiez une voix apaisante dans nos vies, une présence lumineuse et inspirante. Reposez en paix, chère Catherine. Vous resterez à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Vous nous manquez déjà. Jean-Paul Belmondo, c'est bien plus qu'un nom. C'est une légende, un titan du cinéma français qui a marqué des générations par sa présence inégalable à l'écran. Surnommé affectueusement Bébel, il a incarné tout ce que le cinéma pouvait offrir. L'audace, l'élégance et cette irrésistible envie de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Pour beaucoup, Jean-Paul Belmondo, c'est Le Professionnel, ce chef-d'œuvre inoubliable où son personnage, Joss Beaumont, nous a laissé sans voix. Cette musique d'Ennio Morricone, ces scènes d'action spectaculaires et ce regard empli de détermination ont marqué nos esprits à jamais. Qui pourrait oublier cette fin poignante, tragique, où le héros tombe mais reste gravé dans nos mémoires? Le Professionnel, c'était plus qu'un film, c'était une leçon d'héroïsme et de courage. Mais Belmondo, c'est aussi À bout de souffle, où il incarne la jeunesse rebelle, libre, prête à tout pour vivre pleinement. Ce rôle, sous la direction de Jean-Luc Godard, a bouleversé le cinéma français et l'a propulsé comme une figure incontournable de la nouvelle vague. Et comment ne pas évoquer son humour dans L'As des As, son charisme dans Le Magnifique, ou encore son audace dans Peur sur la ville. Jean-Paul Belmondo a su allier l'élégance des grands acteurs classiques et l'énergie brute des héros modernes. Il était autant un cascadeur intrépide qu'un acteur capable d'une sensibilité touchante. Avec lui, chaque film était une promesse d'aventure, de rire et parfois de larmes. Ce qui rend son œuvre si unique, c'est cette capacité à toucher à tous les genres avec une aisance déconcertante. De la comédie légère au polar intense, il passait d'un registre à l'autre avec cette nonchalance qui lui était propre. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs, Godard, Verneuil, Deraille, et a donné vie à des personnages qui restent gravés dans le cœur de millions de spectateurs. Belmondo, c'était aussi un pont entre générations.
Enfant, on découvrait ses films avec émerveillement, et adulte, on réalisait la profondeur de son art. Il était ce héros qu'on admirait, cet aventurier qu'on rêvait d'être. Bébel, c'était l'incarnation du cinéma français dans toute sa splendeur. Alors, merci, Jean-Paul Belmondo, pour ces heures passées devant l'écran à rêver, rire et parfois pleurer. Merci pour avoir incarné des personnages qui resteront immortels. Tu as marqué nos cœurs et nos esprits avec une force rare. À jamais, Bébel, tu seras notre professionnel du grand écran. Quand l'Union soviétique s'effondrait, la peur d'un enfant face à l'Armageddon. J'avais une dizaine d'années quand tout cela s'est passé. C'était en 1991, l'année où l'Union soviétique s'est effondrée. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose à la politique. L'Union soviétique, pour moi, c'était ce grand pays là-bas, derrière un rideau de fer, peuplé de soldats et de chars prêts à envahir le monde à tout moment. C'est ce que j'entendais aux infos. Ce que les adultes disaient à voix basse quand ils pensaient qu'on ne les écoutait pas. Et puis, un soir, tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon père est rentré du travail plus tôt que d'habitude, l'air grave, presque fermé. Il a allumé la télé immédiatement, et avec ma mère, ils se sont installés devant, en silence. Moi, je jouais dans un coin du salon, mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas. À la télé, il y avait des images de Moscou, la place rouge, des chars, des soldats, des gens qui criaient dans une langue que je ne comprenais pas. Et surtout, ces présentateurs au visage tendu qui parlaient vite, beaucoup trop vite. Je n'arrivais pas à suivre, mais le ton de leur voix me glaçait. Ma mère a fini par poser la question qui flottait dans l'air. « Tu crois qu'ils vont lancer les missiles ? Tu crois qu'ils vont vouloir se venger ?» Je ne comprenais pas tout, mais j'ai compris ça. Les missiles. Ces missiles dont on parlait depuis des années, capables d'effacer des villes entières en quelques secondes. J'ai levé la tête et je me suis mis à écouter plus attentivement. Les mots « guerre nucléaire »,« instabilité »,« coup d'État » revenaient en boucle. J'ai vu mon père se masser les tempes, ma mère croiser les bras sur sa poitrine, comme pour se protéger. Les jours suivants ont été étranges, presque irréels. À l'école, même les professeurs avaient l'air nerveux. On entendait des bribes de conversation entre adultes. Et si les chars arrivent jusqu'à Paris? Ou ils pourraient tenter une invasion pour garder le contrôle. Ces phrases flottaient dans l'air comme des fantômes. Et nous, les enfants, on les attrapait au vol sans vraiment les comprendre. À la maison, c'était pareil. Mon père écoutait la radio en boucle et ma mère préparait les repas sans dire un mot. La nuit, dans mon lit, je me posais 1000 questions. Est-ce que les chars russes allaient vraiment traverser l'Europe? Est-ce qu'on allait se réveiller un matin pour découvrir des soldats en uniforme dans notre rue? Est-ce qu'il y aurait une bombe? Et puis, il y avait cette peur, plus sourde, plus terrifiante encore, l'Armageddon. Les adultes parlaient des fameux codes nucléaires, comme si c'était un simple bouton sur lequel quelqu'un pourrait appuyer par accident. Ce mot, Armageddon, résonnait dans ma tête comme une cloche sinistre. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre une nuit, en pleine insomnie. Tout était calme. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Mais moi, j'imaginais des bombes tomber, des sirènes retentir, des gens courir dans les rues. Ce calme me paraissait presque faux, comme le calme avant une tempête. Au bout de 5 jours, quelque chose a changé. À la télé, les visages des présentateurs étaient moins tendus. Ils parlaient encore vite, mais il y avait une sorte de soulagement dans leur voix. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai compris l'essentiel. L'Union soviétique, ce grand ennemi dont on nous parlait depuis toujours, était en train de disparaître. À l'école, les adultes avaient retrouvé leur sourire. On nous expliquait que le rideau de fer était en train de tomber, que les Russes ne voulaient plus faire la guerre, qu'ils voulaient la paix. Comme nous. Chez moi, mes parents ont sorti une bouteille de vin pour fêter ça. Et pour la première fois depuis des jours,
On a mangé ensemble sans cette tension qui flottait dans l'air. Ce que j'ai retenu de cette période, c'est à quel point la peur peut marquer, surtout quand on est enfant. Pendant ces 5 jours, j'ai cru que le monde allait s'effondrer. J'ai vu les adultes, d'habitude 6 sur 2, trembler face à l'inconnu. Et pourtant, tout s'est bien terminé. L'Union soviétique est tombée sans lancer de missiles, sans envoyer de chars à Paris. Ce que je voyais comme un ennemi invincible n'était finalement qu'un colosse aux pieds d'argile. Et cette peur, qui semblait si énorme à l'époque, s'est dissipée comme un mauvais rêve. En grandissant, j'ai compris que la peur fait partie de la vie. Mais j'ai aussi appris qu'elle ne dure jamais éternellement. Les moments sombres finissent toujours par laisser place à la lumière, même si, sur le moment, on a du mal à y croire. Alors, quand je repense à cette période, je souris. Parce que malgré tout, c'est une leçon d'espoir. Même les situations qui semblent désespérées peuvent s'arranger. Et les craintes de l'enfance, aussi grandes soient-elles, finissent toujours par s'effacer pour laisser place à d'autres souvenirs. Quand les sons de l'enfance résonnent encore. Je devais avoir 12 ans. C'était en 1990, pendant la guerre du Golfe. Un jour comme les autres, ou presque. Mon collège jouxtait une base militaire, et pour nous, les élèves, cela faisait partie du décor. On voyait parfois les soldats passer, on entendait les bruits sourds des avions au loin. Mais ce jour-là, tout était différent. La matinée avait commencé normalement, avec des cours qui s'enchaînaient, des bavardages discrets en classe et les habituels bruits de chaises qu'on traîne. Puis, sans prévenir, une agitation inhabituelle s'est emparée des professeurs. Les adultes échangèrent des regards lourds. Leur voix baissait dès qu'ils pensaient qu'on les écoutait. Quelques minutes plus tard, une annonce a résonné dans les haut-parleurs du collège. Évacuation immédiate. Pour nous, c'était une sorte de fête inattendue. Une journée sans cours, ça ne se refuse pas. Certains riaient, d'autres applaudissaient. Et moi, je me demandais ce qui se passait. On nous a demandé de quitter les lieux sans donner plus de détails. Mais au fond, je savais que cette agitation avait quelque chose d'inquiétant. Une fois dehors, en attendant que nos parents viennent de nous chercher, je me souviens de ce qui s'est passé dans la cour. Au-dessus de nos têtes, un véritable ballet d'avions militaires. Le ciel bourdonnait de leur passage incessant, un bruit sourd, oppressant. Puis, il y a eu ce son, ce vrombissement unique, que je n'oublierai jamais. Un bombardier. Immense. Chargé à ras-bord, prêt à décoller. Il semblait presque ramper sur la piste, avant de prendre son envol. À l'époque, je ne comprenais pas l'ampleur de ce que je voyais et entendais. Mais je savais que ce bruit-là, ce grondement intense et presque terrifiant, resterait gravé en moi. On n'en a pas reparlé après, ni à l'école, ni à la maison. C'était comme si tout le monde voulait tourner la page aussi vite que possible. 30 ans plus tard. C'est drôle comme la vie fait ressurgir certains souvenirs. Ce jour-là, ma femme et moi promenions notre chien tranquillement. Le soleil commençait à se coucher, la lumière était douce, et tout était paisible. Et puis, soudain, je l'ai entendu, ce même bruit, celui qui m'avait marqué enfant. Ce grondement si particulier d'un avion militaire, ce rugissement qui résonne dans l'air et dans la poitrine. Instinctivement, j'ai tourné la tête vers le ciel. Et là, sans même réfléchir, j'ai dit à ma femme « Tiens, on vient de déclarer la guerre. » Elle m'a regardé, mi-amusée, mi-interrogative. Mais moi, j'en étais sûr. Ce son-là ne trompe pas. Quelques heures plus tard, la télé confirmait mes craintes. Des bombardements venaient d'être lancés contre des cibles terroristes à l'étranger. Les empreintes de l'enfance. C'est étrange de réaliser à quel point l'enfance nous marque. Parfois, ce sont des images, des odeurs, ou comme ici, des sons. Ces petits détails qui semblent anodins sur le moment, mais qui s'enracinent en nous, profondément. Quand j'étais enfant, je voyais cette évacuation comme une simple journée de congé, sans mesurer les enjeux derrière. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Les adultes avaient peur. Ils savaient que cette base militaire était une cible potentielle. Ils savaient que cette guerre, bien que lointaine, pouvait faire des ravages partout. Cette peur qu'ils ont tenté de dissimuler, nous, enfants, on l'a perçue à travers leur silence, leurs gestes pressés et cette évacuation soudaine. Ces souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Ils dorment en nous, et parfois,
la vie les réveille au détour d'un événement, d'un son ou d'une simple promenade avec un chien. Et quand ils refont surface, ils nous rappellent d'où on vient, ce qu'on a vécu et comment ces expériences nous façonnent. La morale. Les marques de l'enfance ne sont jamais anodines. Ce que nous vivons, voyons, entendons, devient une part de nous, une boussole qui influence nos réactions, même des années plus tard. Et si certains souvenirs peuvent être lourds ou effrayants, ils font aussi de nous des êtres humains capables de comprendre et d'évoluer. Alors, la prochaine fois que quelque chose du passé refait surface, ne le fuyez pas. Accueillez-le, car ces fragments de mémoire nous rappellent que, malgré le temps qui passe, notre histoire personnelle est ce qui nous rend uniques. Crédit. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich die inhaltliche Aussage. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Le 9 novembre 1989, j'avais 11 ans. C'était un soir comme les autres, enfin presque. Papa était assis devant la télévision, ce qu'il ne faisait jamais à cette heure-là. Maman, elle, restait collée à la radio dans la cuisine. Le bruit des voix graves qui parlaient allemand se mêlait au grésillement du poste. Moi, je ne comprenais pas tout, mais je savais qu'il se passait quelque chose d'important. C'était dans l'air, comme une électricité invisible qui faisait trembler les murs de notre petit appartement. Papa m'a attrapé par les épaules et m'a dit, les yeux grands ouverts, « Le mur est en train de tomber, tu te rends compte ?» À vrai dire, non, je ne me rendais pas compte. Ça voulait dire quoi, le mur? Je pensais à celui qui longeait l'école, où j'avais griffonné mon nom avec une craie jaune la semaine précédente. Mais ce mur-là était à Berlin, loin d'ici, et il était bien plus qu'un simple mur. La télévision montrait des images que je n'avais jamais vues. Des gens qui grimpèrent sur des blocs de béton gris, qui dansaient, qui frappèrent le mur avec des marteaux, comme s'ils voulaient le dévorer à mains nues. Ça ressemblait à une fête, mais l'ambiance chez nous était étrangement tendue. Papa fumait cigarette sur cigarette, et maman répétait « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Ils, c'étaient les soviétiques. Ces gens-là, je ne les connaissais pas vraiment. Pour moi, c'étaient des hommes froids, en uniforme vert, avec des casquettes à étoiles rouges, comme on voyait dans les films. Et ce soir-là, je les imaginais très en colère. Je ne comprenais pas pourquoi papa gardait la télé allumée si ça lui faisait si peur. Quand j'ai vu qu'ils préparèrent des valises, j'ai su que c'était sérieux. « On va chez mamie demain matin », a dit papa. Chez mamie, à 80 km, c'était l'endroit où on allait quand il y avait des problèmes. Une tempête, une panne de chauffage, ou une peur immense que les missiles soviétiques tombent sur nous. Papa n'en parlait pas devant moi, mais je le savais. Je le lisais dans ses yeux, dans la façon dont il ouvrait et refermait le loquet de la fenêtre, comme pour vérifier que le monde dehors était encore normal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans le salon, les adultes murmuraient. Des mots comme « révolution »,« répression » et « guerre » revenaient sans cesse. J'avais l'impression qu'un monstre était en train de se réveiller quelque part, et que personne ne savait comment le rendormir. Le lendemain matin, l'école était fermée. Les rues étaient étranges, presque vides, sauf quelques voitures qui roulaient en vite, comme si elles fuyaient quelque chose. Quand on est tôt monté dans la voiture pour aller chez mamie, j'ai vu maman pleurer en silence. Papa a posé sa main sur la sienne, mais il avait le regard fixe. Ça m'a fait peur. Je n'avais jamais vu papa comme ça. Quand on est arrivé chez mamie, la radio était encore allumée. Tout le monde était collé autour, écoutant des informations qui ne semblaient jamais finir. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Les voix à la radio sont devenues plus calmes. Mamie a servi un café à papa, et il a enfin soufflé. Les missiles n'étaient pas tombés. Les soviétiques n'avaient pas bougé. Et là, pour la première fois depuis 2 jours, papa a souri. Un vrai sourire. En fin d'après-midi, on a vu des images à la télé. Cette fois, tout le monde était heureux.
Les gens à Berlin riaient, dansaient, se serrèrent dans les bras, et ça a été contagieux. Mamie s'est mise à chanter une vieille chanson, maman a ri, et papa m'a pris dans ses bras. Tu vois, fiston, ça, c'est un jour que tu n'oublieras jamais. Et il avait raison. Mais ce que je n'oublierai jamais non plus, c'est la peur. La peur des premiers moments. Celle qui collait à la peau des adultes, comme une ombre invisible. La peur qu'ils m'ont transmise sans le vouloir. Ce jour-là, j'ai compris que même les adultes peuvent avoir peur, et qu'une fois la peur passée, la joie est encore plus forte. Le drame du Heysel, une tragédie gravée dans l'histoire du sport. Quand on parle du drame du Heysel, c'est bien plus qu'un simple événement sportif qui a mal tourné. C'est un souvenir profondément ancré dans la mémoire collective. Une tragédie qui, même des décennies plus tard, continue de résonner comme un exemple terrible de ce que l'inhumanité peut produire. J'étais petit ce jour-là, assis devant la table à repasser, ma maman à côté de moi, qui regardait l'écran en silence. Lorsque j'ai osé lui demander ce qu'il se passait, elle m'a répondu simplement « Maman, c'est des abrutis qui ont voulu prouver à d'autres abrutis qu'ils étaient les plus forts et ils ont fait beaucoup de mal. » Des mots simples,
mais d'une vérité glaçante. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce moment pour que personne n'oublie, pour qu'on se souvienne de ce que la violence et la bêtise humaine peuvent provoquer. Les faits, minute par minute. 17 heures, les tensions montent. C'était le 29 mai 1985. Le stade du Heysel, à Bruxelles, accueillait la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre la Juventus de Turin et Liverpool. Dès l'ouverture des portes, une atmosphère tendue s'installe. Les supporters des deux camps se retrouvent mêlés dans certaines tribunes, notamment le tristement célèbre Bloc Z, un secteur mal organisé où de nombreux supporters italiens et neutres sont installés. Une grave erreur de gestion qui va devenir fatale. 19 heures, des provocations qui s'intensifient, des chants, des insultes, des jets de projectiles. L'animosité entre supporters de Liverpool et ceux de la Juventus dépasse déjà le cadre du sport. La faible présence des forces de l'ordre et l'absence d'une séparation physique efficace entre les groupes ajoutent à l'explosion imminente. Les premiers signes d'un dérapage se dessinent. 19h20, l'assaut des hooligans. Les supporters anglais, organisés et nombreux, lancent une charge vers le bloc Z. Sous la pression, les supporters italiens, dont de nombreuses familles, femmes et enfants, se retrouvent piégés. Certains tentent de s'échapper, mais la configuration du stade, vétuste et mal pensée, transforme cette tentative de fuite en un véritable piège. 19h30, la tragédie se déchaîne. Sous la poussée, le mur de soutènement du bloc Z s'effondre. C'est le chaos. Des dizaines de personnes tombent, écrasées les unes sur les autres, étouffées par la panique ou par les gravats. Les cris de détresse résonnent dans un stade devenu un champ de bataille. 39 morts et plus de 600 blessés. Voilà le bilan de cette tragédie. 20h15, une décision incompréhensible. Malgré l'horreur, la finale est maintenue. Pour éviter des émeutes encore plus graves, les organisateurs décident de jouer le match, comme si les morts et les blessés n'étaient en aucun détail. La Juventus finit par l'emporter 1-0, mais à quel prix? Sur le terrain, on célèbre une victoire. Dans les tribunes, c'est une défaite de l'humanité. Les raisons de la tragédie. Une organisation défaillante. Le stade du Heysel était en mauvais état, avec des structures vieillissantes et des mesures de sécurité quasiment inexistantes. Les autorités belges et l'UEFA ont sous-estimé les risques d'un tel événement. La montée du hooliganisme. Les années 80 marquent l'apogée des violences dans le football, notamment en Angleterre, où les hooligans imposèrent leurs lois. Ce phénomène, toléré pendant trop longtemps, a conduit à des drames comme celui du Heysel. L'absence de séparation. Mélanger des supporters de camps opposés dans une même tribune est une erreur monumentale. Les provocations se sont rapidement transformées en affrontements violents. La gestion policière insuffisante. Malgré les tensions évidentes, les forces de l'ordre étaient en nombre insuffisant et mal préparées à contenir une telle foule. Leur intervention tardive a aggravé la situation. Une morale glaçante, l'inhumanité au cœur du drame. Ce qui me hante encore aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les images d'effondrement et de chaos, mais la froide réalité qu'elles révèlent. À ce moment-là, des humains ont cessé de voir d'autres humains comme des êtres dignes de respect. Les supporters anglais voulaient dominer, prouver leur force, coûte que coûte. Les supporters italiens, pris dans la tourmente, répondaient par la peur et la rage. Ce n'était plus une rivalité sportive, c'était une guerre absurde et inutile, menée au nom d'une prétendue supériorité. Et le pire, c'est qu'on aurait pu éviter ce massacre. Mais personne, ni les autorités, ni les instances du football, n'a pris ses responsabilités à temps. Ne jamais oublier, pour que ça n'arrive plus jamais. Ce drame, c'est l'exemple parfait de ce que l'inhumanité peut produire. Quand on oublie que le football n'est qu'un jeu, qu'il est censé rassembler et non diviser, on ouvre la porte à la haine, à la violence et au chaos. Alors, souvenons-nous du Heysel, pas pour nous apitoyer, mais pour rappeler au monde entier que la violence n'a jamais sa place, ni dans les stades, ni ailleurs. Et pour finir, je repense toujours à ma maman, devant la table à repasser, qui m'a donné la plus belle leçon ce jour-là. Ne deviens jamais un abruti qui veut prouver sa force. Sois plus intelligent que ça. Yippee-ki-yay, pauvre con.
Bruce Willis, un nom qui résonne comme une explosion dans le monde du cinéma, est bien plus qu'un simple acteur. Il est une icône, un symbole de l'âge d'or des films d'action. Avec sa gueule cassée, son charisme ravageur et son humour pince sans rire, il a marqué des générations entières. Né le 19 mars 1955 en Allemagne, Bruce a grandi dans le New Jersey, loin de se douter qu'il deviendrait un jour l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Piège de cristal, Die Hard, 1988, a été le film qui a propulsé Bruce Willis au rang de légende. John McClane, ce flic rusé et tenace, a redéfini le héros d'action. Pas invincible, souvent blessé, mais toujours prêt à se relever, McClane était l'incarnation parfaite de l'anti-héros que tout le monde adore. Ce rôle, il l'a repris à plusieurs reprises, consolidant son statut d'icône du cinéma d'action. Mais Bruce Willis, c'était aussi des performances dans des films comme Pulp Fiction, où il brille, sous la direction de Quentin Tarantino, Sixième Sens qui révèle son talent dans un registre dramatique, ou encore L'Armée des 12 singes qui prouve son audace à choisir des projets originaux. Il a également su briller dans des comédies comme Le Dernier Samaritain ou Mon voisin le tueur, montrant une palette de jeux bien plus large que beaucoup ne le pensaient. Et puis, il y a la musique. Car oui, Bruce Willis est aussi un musicien passionné. Avec son groupe The Accelerators, il a sorti plusieurs albums de blues, prouvant que son talent ne s'arrêtait pas au cinéma. Ses reprises énergiques et son amour pour la musique ont séduit un public fidèle. Malheureusement, en 2022, le monde a appris une nouvelle bouleversante. Bruce Willis souffre d'aphasie, un trouble affectant ses capacités de communication. Cette maladie l'a contraint à mettre un terme à sa carrière. Pour ses fans, c'est une page qui se tourne, mais pour Bruce, c'est un nouveau combat. Et comme toujours, on sait qu'il le mènera avec courage et dignité. Bruce Willis, c'est l'ami, le père, le héros qu'on aurait tous aimé avoir. Un acteur qui a transcendé les genres, touché des millions de cœurs et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Alors, merci pour tout, Bruce. Merci pour les courses-poursuites, les répliques cultes, les larmes et les rires. Merci d'avoir été un pilier de nos écrans et de nos vies. Chapeau l'artiste, comme on dit chez nous. Tu nous manques déjà, mais ton héritage est éternel. Yippee-ki-yay, pauvre con. Freddie Mercury. Ce nom résonne comme une mélodie intemporelle, une onde de puissance et d'émotion qui transcende les générations. Freddie n'était pas simplement un chanteur, il était l'incarnation même de l'art. Une âme flamboyante, une voix divine et une présence scénique inégalée. Il ne faisait pas que chanter, il racontait des histoires, il vivait des émotions, il peignait des tableaux sonores que l'on ne peut oublier. Né Farrokh Bulsara en 1946 à Zanzibar, Freddie avait déjà cette étincelle qui allait un jour embraser le monde. De ses débuts modestes à ses triomphes sur les scènes les plus prestigieuses, il a toujours été animé par une quête, celle de l'excellence artistique. Freddie était bien plus qu'une voix. Il était une force de la nature. Avec sa tessiture vocale extraordinaire et sa capacité à mêler rock, opéra et théâtre, il a brisé les barrières des genres musicaux. Il ne se contentait jamais de la norme. Il réinventait tout ce qu'il touchait. Des hymnes comme Bohemian Rhapsody, We Are the Champions ou Somebody to Love ne sont pas juste des chansons. Ce sont des chefs-d'œuvre, des monuments de l'histoire de la musique. Mais derrière la star flamboyante se cachait un homme complexe, courageux face à ses propres batailles. Atteint du sida, à une époque où la maladie était entourée de tabous, Freddie a affronté cette épreuve avec dignité et discrétion, continuant à créer jusqu'à ses derniers jours. Freddie Mercury n'aurait pas été Freddie sans Queen, ce groupe légendaire où chaque membre apportait sa pierre à l'édifice. Brian May, le guitariste, est bien plus qu'un simple musicien. Docteur en astrophysique, cet homme est une preuve vivante que la science et l'art peuvent cohabiter harmonieusement. Son jeu de guitare, reconnaissable entre mille, a donné à Queen des solos inoubliables, des riffs puissants et des envolées épiques. Roger Taylor, le batteur, a insufflé une énergie brute et une créativité rythmique au groupe. Il était aussi un chanteur talentueux et a composé plusieurs chansons mémorables, dont Radio Gaga. John Deacon, le bassiste discret,
mais indispensable, a composé certains des plus grands succès du groupe, comme Another One Bites the Dust et I Want to Break Free. Queen n'était pas seulement un groupe, c'était une famille. Leur complicité, leur complémentarité et leur créativité collective ont donné naissance à une œuvre intemporelle. Freddie Mercury, c'est une voix qui traverse le temps, un style qui ne connaît aucune frontière. Mais c'est aussi un message de liberté, de courage et d'authenticité. Il nous a appris à embrasser notre singularité, à vivre avec intensité et à ne jamais s'excuser d'être nous-mêmes. Aujourd'hui encore, son influence perdure. Chaque note qu'il a chantée, chaque scène qu'il a foulée, chaque mot qu'il a prononcé résonne dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui continuent de le découvrir. Freddie, vous êtes parti trop tôt, mais vous n'avez jamais cessé de briller. Vous avez été un combattant, un rêveur et un artiste comme il en existe peu. Votre vie, marquée par la passion et la résilience, est une source d'inspiration pour tous ceux qui osent croire en leurs rêves. Vous êtes bien plus qu'une légende. Vous êtes un monument de l'histoire de la musique, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Merci Freddie, pour tout ce que vous avez donné, pour tout ce que vous avez créé et pour tout ce que vous représentez. Freddie Mercury, vous nous manquez. Mais vous êtes là, dans chaque note, dans chaque souffle, dans chaque cœur. Vous êtes et serez toujours The Champion. Alors vous avez envoyé un certain nombre de dessins où on voit des garçons, des filles qui soulèvent des haltères. Et c'est pas ça la solution. Derrière toi. Alors d'abord tu vas donner la solution. Alors notre solution c'était ça. Ça se passe au zoo, hein. Oui. Il va prendre la température à la girafe. Voilà. Je sais pas comment c'est fait une queue de girafe, monsieur, comme ça. Hein. Bon, ça doit ressembler à ça, à peu près. C'est un petit peu plus court. Oh. Vous avez de ces idées, maître Cabu, quand même. Non, il est lourd, alors le thermomètre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, du mercure. Hommage à Cabu, notre duduche préféré. Difficile de parler de Cabu sans être submergé par un flot d'émotions. Ce dessinateur de génie, cet homme engagé et ce critique de la société française à l'humour aussi acéré que tendre, a marqué plusieurs générations avec son trait inimitable et son esprit libertaire. Cabu, de son vrai nom Jean Cabut, est né le 13 janvier 1938 à Châlons-sur-Marne, aujourd'hui Châlons-en-Champagne. Ce fils d'un boulanger, amoureux du dessin depuis son plus jeune âge, a laissé une empreinte indélébile sur la bande dessinée, le dessin de presse et la culture populaire française. De Châlons à la caricature, les jeunes années. Dès son adolescence, Jean montre un intérêt profond pour l'art et une envie de croquer la vie autour de lui, au sens propre comme au figuré. Son talent pour le dessin le pousse à collaborer très jeune avec des journaux locaux. Il est également très marqué par l'après-guerre, une période où la reconstruction sociétale nourrit son antimilitarisme naissant. Sa formation à l'école Estienne à Paris le mène à parfaire son style, épuré, efficace et expressif. Mais c'est au début des années 1950 que la vie de Cabu bascule. À seulement 16 ans, il remporte son premier concours de dessin. Cet événement lance sa carrière et lui permet d'entrer dans le monde du dessin de presse. L'antimilitarisme, une révolte de jeunesse. Son engagement contre le militarisme se cristallise lors de son service militaire en Algérie, une expérience qu'il juge traumatisante et absurde. C'est là-bas qu'il commence à créer des dessins satiriques sur l'armée et la guerre, un thème qui restera omniprésent dans son œuvre. Pour Cabu, l'armée n'était qu'une machine à broyer les individus et à engendrer la violence, des idées qu'il combattra tout au long de sa vie. Avec son antimilitarisme exacerbé, il met en scène des soldats grotesques et caricaturaux dans ses dessins, les rendant tour à tour ridicules, cruels ou pathétiques. Les débuts à Charlie Hebdo et l'esprit libertaire Cabu fait partie des fondateurs de Charlie Hebdo, cet hebdomadaire satirique qui deviendra le symbole de la liberté d'expression en France. Dès les années 1970, aux côtés de géants comme Wolinski, Reiser, Choron et Cavana, il impose son style et son ton unique. Sa création la plus célèbre, le Grand Duduche, devient rapidement un personnage culte. Ce lycéen rêveur, un brin gauche, est une critique douce amère de la société et de la jeunesse d'après-guerre. Au-delà de Duduche, Cabu donne vie à une multitude de personnages et d'univers. Il s'attaque à tous les travers de la société, les politiques, les notables, les bourgeois coincés et les extrémistes de tout poil.
Avec un esprit libertaire à toute épreuve, il dénonce les injustices et les hypocrisies de son époque. Cabu et ses amis, un cercle de génie Cabu, n'était pas seulement un immense artiste, il était aussi un ami fidèle et un collaborateur inspirant. Avec Wolinski, Reiser, Cavana et les autres, ils forment une bande de génies qui réinvente la caricature et le dessin de presse en France. Leur humour caustique, souvent controversé, est aussi un puissant outil de réflexion. Ensemble, ils ont réussi à faire de Charlie Hebdo bien plus qu'un simple journal, un véritable lieu de liberté. Un héritage inoubliable. Cabu, c'était la voix de ceux qui n'en avaient pas. Il était le reflet de ses contemporains, mais aussi leur miroir critique. Son trait, à la fois tendre et acéré, a su capter l'essence de la société française tout en la dépassant. En rendant hommage à Cabu, nous rendons hommage à un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour ses idées avec humour, courage et humanité. Et créa deux, entre tragédie personnelle et œuvres universelles. La vie de Cabu, aussi lumineuse soit-elle, a été marquée par des épreuves personnelles profondes. Son fils, Mano Solo, chanteur et poète de talent, est un symbole de cette complexité. Mano, avec sa voix écorchée et ses textes à fleur de peau, portait les marques d'une vie tourmentée. Victime d'une addiction et d'une santé fragile, il s'est battu contre ses démons intérieurs tout en offrant au monde des œuvres vibrantes de vérité et d'émotion. Sa mort en 2010 a été un coup dur pour Cabu, un père aimant qui a vu son fils succomber à une douleur que l'art ne pouvait totalement apaiser. Pourtant, Cabu a trouvé dans ce drame une raison de continuer à créer et à militer. Il a su transformer cette perte en un message d'espoir, celui de ne jamais cesser de lutter contre les travers qui mènent à de telles tragédies. Il nous rappelle que, même face aux drames les plus sombres, il est possible de trouver une lumière, une raison d'agir, une manière de faire mieux. Une conclusion porteuse d'espoir. Le 7 janvier 2015, Cabu a été fauché lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, emportant avec lui un pan entier de la liberté d'expression en France. Mais son œuvre, tout comme son état d'esprit, continue de vivre en nous. Il nous laisse un héritage immense, celui de ne jamais baisser les bras face à l'injustice, de rire même des choses les plus graves, et de trouver dans l'art une manière de guérir, de résister et d'aimer. Cabu et Mano Solo nous rappellent que, malgré les drames, nous avons le pouvoir de changer les choses. Leur vie, aussi tragique qu'elle ait pu être par moments, est une ode à l'espoir et à la résilience. Et si nous écoutions ce message pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent? En nous souvenant de Cabu, nous honorons la mémoire d'un homme qui croyait en un monde meilleur, et nous nous engageons à poursuivre ce combat.